Mesdames et messieurs, rebonjour. Vous savez que le mois d'octobre est encore appelé le mois rose. Alors, dans votre émission préférée, la coucom de ce jour, on parle du cancer du sein. Oui, le cancer, ce mot qui peut semer la peur. Mais face à cette maladie, la vie trouve toujours des ressources incroyable. Avec mes invités spécialistes sur ce plateau, nous allons aborder le thème le cancer du sein, un combat pour la vie. Chacune d'elles nous parlera de leur expérience avec leurs patients et surtout des conseils, elles qui accompagnent les patients tout au long de leur parcours. Ensemble, nous allons parler de courage, d'espoir et de résilience. Donc, chers téléspectateurs, ne paniquez pas sur du tout. Restez câblés pour suivre les conseils de nos spécialistes présentes sur ce plateau. C'est un plateau uniquement, spécialement féminin. Tout juste à ma gauche, j'ai Madame Muriel Sekloka. Bonjour. Bonjour madame. Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes sage-femme d'État, spécialiste en santé sexuelle et reproductive. C'est bien ça. Une fois encore, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Tout juste à ma droite, j'ai Madame Aruna Amsatou. Elle est doctorante en médecine générale. Bonjour Madame. Bonjour Madame Antonia. Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Aujourd'hui, on parle du cancer du sein. Exactement. Et nous sommes dans le mois rose. Dans le mois rose. Avec vos foulards de couleur rose. Exactement. Et voilà, d'accord. Je commence par vous, Madame Muriel Sekloka. Oui, quand on parle du cancer du sein, que peut-on comprendre? Merci madame. Le cancer du sein, ça peut faire peur. Mais pour l'expliquer de manière simple, il s'agit d'une maladie des cellules du sein, parce qu'on parle du sein. Comment ça se passe? C'est des cellules anormales qui se multiplient de manière incontrôlée et qui peuvent être malignes ou bénignes. Quand on dit malignes, c'est qu'elles sont dangereuses, pour faire simple. Donc ces cellules se multiplient de manière incontrôlée et peuvent aller infecter d'autres organes à part là où elles sont. Donc, dans le cas typique du cancer du sein, c'est une multiplication anormale de certaines cellules du sein. Voilà. D'accord. Alors, Madame Aruna Amsatou, dites-nous à quel moment les diagnostics révèlent que la patiente est atteinte du cancer du sein? Waouh, Madame la journaliste, c'est une question complexe parce que comme ma collègue professionnelle sage-femme vient de le dire, le cancer du sein, c'est une prolifération anarchique des cellules au niveau du sein. Et au niveau du sein, c'est-à-dire toute la glande mammaire, c'est différents types de cellules qu'on a. Il peut y avoir des cellules glandulaires, des cellules musculaires, etc. Et de façon terre à terre, c'est une folie. C'est une folie, c'est-à-dire que pour une raison ou une autre, les cellules se mettent à se multiplier de façon incontrôlée, de façon où il ne faut pas. Et donc, cette multiplication, elle peut être au dépend d'une cellule de nature à préciser. Et pour y arriver, c'est ça d'ailleurs qu'on appelle le processus du diagnostic, qui est un processus très long et ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'exploration pour y arriver. Et je pense que peut-être dans la suite de l'émission, on aura à en parler parce que d'ailleurs, ce qui fait d'ailleurs notre mésaventure au Bénin, c'est le diagnostic tardif. D'accord. C'est ça. Parce que ça prend du temps pour poser le diagnostic et lorsqu'on ne s'y prend pas tôt, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut plusieurs étapes pour arriver au diagnostic et dire que ça, ce qu'on a vu déjà depuis l'examen physique ou depuis même la détection précoce où la patiente, la femme elle-même a eu une sensation de quelque chose qu'on va peut-être éclairer tout à l'heure, ce qu'on peut remarquer, elle vient avec cette sensation ou avec cette appréhension et que le médecin qu'elle rencontre a la suspicion, tout de suite, on déclenche le processus pour aller au diagnostic. Et ça peut prendre plusieurs mois pour aboutir au diagnostic précis et dire qu'il s'agit effectivement d'un cancer du sein et préciser l'étape ou le stade. D'accord. Madame Muriel Sekloka, on parle par moment de tumeurs. C'est quoi la nuance entre les tumeurs et le cancer du sein?
Ok, c'est très simple. Moi, j'aime dire que le cancer, c'est un peu une forme compliquée de tumeur. En fait, la tumeur, c'est également une folie des cellules, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. C'est des cellules qui se multiplient pardon, de manière exagérée. Maintenant, dans le cas de la tumeur, elles ne sont pas malignes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas dangereuses. C'est vrai qu'elles se multiplient et on doit les ôter. On ne peut pas les laisser là. Mais dans le cas d'un cancer, elles sont malignes, elles sont dangereuses pour faire simple et elles sont en capacité d'aller affecter d'autres organes. Donc elles peuvent quitter le sein pour notre cas et aller au niveau du cœur, au niveau du foie. Donc elles sont dangereuses en quelque sorte. Donc voilà un peu. Ok, d'accord. Et mais quand on parle des différentes formes de cancer du sein, est-ce qu'il y a des différentes formes de cancer du sein? Oui, c'est des stades par stade. Il y a différents types de cancer du sein. Okay, et ça dépend du tissu qu'elle affecte. Comme le docteur également l'a dit tout à l'heure, ça dépend du tissu. Parce que le sein est composé de différents tissus. Il peut avoir, il y a, comment on appelle, le canal par lequel le lait passe, le canal de lactation, qui peut être affecté par le cancer. Il y a les lobes aussi qui peuvent... Donc ça dépend du tissu que le cancer en question affecte. Voilà, c'est de là qu'on dit il y a différents types de cancers et on peut classifier. On peut connaître rapidement quelques... Je pense que je vais laisser le docteur répondre à cette question. Bon, merci. En fait, ça aurait été très intéressant d'avoir peut-être un schéma du sein, histoire de montrer un peu les différentes parties et surtout les différents types cellulaires qui peuvent être affectés. Mais pour faire simple, c'est comme elle a dit, dans le sein, il y a différents types de cellules et en fonction de la partie atteinte, on aura au niveau histologique le type cellulaire qui est atteint et surtout en fonction de ce type, on peut déterminer la dangerosité, le niveau de dangerosité du type de cancer qu'il s'agit. La malignité, en fait, c'est pour dire que c'est vraiment dangereux et que ça peut engager le pronostic vital, c'est-à-dire que la malade ou la patiente peut en mourir. Et par contre, lorsqu'on a des tumeurs qui sont bénignes, cette tumeur n'engage pas le pronostic vital. Donc, on ne va pas en mourir. Ça peut ne pas être esthétique lorsque c'est au niveau du sein. Et si, pour des buts esthétiques, la patiente fait recours à la chirurgie, on peut l'enlever. Et même la chirurgie n'est pas systématique et n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des tumeurs bénignes. Mais lorsqu'il s'agit des tumeurs malignes, lorsqu'il s'agit du cancer, c'est d'ailleurs les tumeurs malignes qui ont la dénomination cancer. Et donc, lorsqu'il s'agit des tumeurs malignes, en fonction du stade au niveau duquel on se trouve, on peut faire recours à la chirurgie, on peut faire recours à plusieurs autres méthodes, à plusieurs autres moyens de traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Donc, c'est un peu ça. Pour expliquer le type, comme ça, oralement, ça va être un peu superflu, mais il faut juste retenir qu'il y a différents types de cellules, différentes parties dans le sein qui peuvent être atteintes de différentes manières. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Différentes parties du sein qui peuvent être atteintes de différentes manières. D'accord. Voilà. Mais quand on parle du cancer du sein, est-ce que c'est uniquement les femmes? Parce qu'on parle du mois rose, et quand on parle du mois rose, c'est uniquement les femmes, on pense aux femmes, mais paraît-il que les hommes aussi souffrent du cancer du sein? Absolument. C'est vrai que pas beaucoup. Le cancer du sein affecte beaucoup plus les femmes, mais effectivement, il y a une certaine proportion d'hommes qui en souffrent. Pourquoi pas totalement les hommes? Parce qu'il y a aussi un facteur hormonal parfois qui intervient dans la survenue du cancer du sein. Donc, les hommes n'ayant pas vraiment beaucoup des hormones comme nous, non, ils n'ont pas assez d'hormones comme nous, ils n'en souffrent pas suffisamment. Mais c'est plus les femmes qui sont touchées par ce fléau-là. Est-ce que les hommes, dans ce cas, ils arrivent à suivre également une opération ou bien comment ça se passe? Bien sûr, hein, il y a des interventions. Et comme le médecin l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément... Tous les cancers ne se traitent pas par une opération forcément. Ça dépend du type de cancer. Ça dépend de son stade. Donc, si c'est une hormonothérapie qu'il faut pour soigner le cancer, le patient subira le traitement qu'il faut. Donc, bien sûr. Madame Amsatou Aouna, dites-nous, quels sont les facteurs liés au cancer du sein? Bon, les facteurs sont nombreux. Il y a beaucoup de facteurs, comme elle évoquait tantôt, et les facteurs hormonaux, certes, au niveau de la femme, mais aussi au niveau de l'homme peut-être, mais c'est surtout parce que chez la femme, il y a beaucoup trop de fluctuations
au niveau du cycle menstruel et donc beaucoup de changements d'hormones au cours de ce cycle. Et c'est ce cycle d'ailleurs qui rythme la vie de la femme jusqu'à la ménopause. Donc au cours de son processus, au cours de son développement, la femme est confrontée à ces fluctuations. Mais au-delà de ces facteurs hormonaux, il faut d'abord revenir sur la base parce que tout le monde ne fait pas le cancer du sein. Il faut des facteurs génétiques. Et tout de suite, quand un individu naît, quand une femme naît, la petite fille naît dans son berceau, on ne peut pas dire, voilà cette petite fille jolie qu'elle est, elle peut être atteinte du cancer du sein plus tard. Non, on ne peut pas le dire. Certes, il peut-être avoir des familles où, avant la naissance, peut-être au niveau des ancêtres, on a su que cette famille, par exemple, dans cette famille, on a, par exemple, certains gènes qui prédisposent au cancer du sein. Et très souvent, en fait, pour ne pas dire 100%, mais à 99%, c'est des facteurs génétiques. Il faut d'abord en posséder le facteur génétique pour après maintenant, d'autres facteurs environnementaux, d'autres facteurs du mode de vie qui peuvent venir corroborer avec ce facteur génétique pour que la femme développe ou l'homme développe le cancer du sein. Bon, il faut dire quand même que pour les hommes, c'est moins d'1% d'hommes qui peuvent souffrir du cancer du sein, alors que pour tout le reste, c'est des femmes qui en souffrent réellement. C'est pour ça qu'on en fait une pathologie féminine, même si quand même on n'écarte pas les 1% à peu près des hommes qui peuvent en faire. D'ailleurs, je profite pour donner l'exemple. Il y a un monsieur kényan du nom de Muzinga ou Muzunga, je ne sais pas si je prononce très bien, qui a d'ailleurs découvert qu'il a fait un cancer du sein, je pense, après 60 ans. Donc, les hommes en font réellement, c'est très rare, très, très rare. Et d'ailleurs, dans la race noire, c'est presque inexistant, mais ce Kenya en a fait quand même. Mais il faut reconnaître que ça existe, c'est une part d'existence de la maladie. Mais surtout, ce sont des femmes qui font le cancer du sein. Donc, c'est surtout les facteurs génétiques. Et à ces facteurs génétiques, il faut surtout souligner le mode de vie, le tabagisme chronique, l'alcoolisme chronique, l'alimentation, le manque d'activité physique, c'est-à-dire la sédentarité. Il y a plusieurs types de ces facteurs environnementaux et qui influencent notre mode de vie, qui donnent en fait une prédisposition ou qui augmentent le risque de développer le cancer du sein chez la femme. Et on n'exclut pas aujourd'hui les méthodes contraceptives. Parce que ce sont des femmes qui adoptent des méthodes contraceptives, qui ont une maternité retardée. Et tout ça sont des facteurs parce que la maternité retardée agit sur le cycle menstruel, sur le cycle hormonal. Et tout ça sont des facteurs qui augmentent le risque de développer le cancer du sein. Madame Muriel Sekloka, elle a parlé tout à l'heure des pilules contraceptives, d'accord, qui sont aussi des facteurs, d'accord, du cancer du sein. Et également, elle a ajouté que le retard de conception, c'est ça? C'est ça. Les femmes qui mettent du temps avant de concevoir, ça fait partie aussi des facteurs. Absolument. Donc, comme elle a expliqué également, la fluctuation d'hormones dans le corps de la femme favorise beaucoup la survenue du cancer du sein. Donc, le fait d'adopter une méthode, c'est pas qu'on veut décourager. Non, c'est pas toutes les femmes qui en auront. Non, c'est pas ça. Donc, comme elle a dit également, il faut une certaine prédisposition génétique pour pouvoir faire la maladie. Mais la fluctuation d'hormones, parce qu'on sait que les méthodes contraceptives sont en grande partie composées d'hormones. C'est les hormones qui nous permettent de retarder l'ovulation, d'empêcher la survenue de la grossesse. Donc, c'est le mode de fonctionnement des pilules et méthodes contraceptives. Donc, le fait d'en prendre augmente légèrement le risque. Légèrement ou bien légèrement. Beaucoup? Légèrement. Légèrement. C'est juste légèrement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes font recours aux méthodes contraceptives. Alors, elles vont se poser la question, mais est-ce que nous toutes, nous sommes exposées au cancer du sein? Ça peut semer la panique, la peur au sein des femmes. Oui, ce qui est normal, mais pas de panique. Donc, pas de panique. Il faut pas avoir peur. C'est juste légèrement un petit risque. Et moi, j'aime souvent dire qu'il faut peser le pour et le contre. Si tu n'as pas les moyens de faire beaucoup d'enfants, pourquoi te laisser aller à faire plusieurs enfants que tu ne peux pas gérer? Il faut peser le pour et le contre. Et surtout qu'on a dit que ce n'est pas toutes les femmes qui feront le cancer du sein. Il faut déjà avoir un antécédent. Et j'aimerais repartir dessus pour dire aux femmes qui ont peut-être un parent qui ont déjà fait le cancer, une sœur ou une mère. Donc c'est très important de savoir ces antécédents familiaux. Cette personne-là auront plus de facilité à faire le cancer. Donc, il faut souvent aller dans le passé, demander « Ah, ma maman est décédée de quoi? Ma tante est décédée de quoi ?» C'est très important pour pouvoir savoir qu'il faut s'y prendre tôt
pour vérifier, pour aller faire des contrôles chaque fois, pour voir si je n'ai pas ce cancer-là qui se prépare. Donc, si vous-même vous avez déjà eu à faire le cancer une fois, vous êtes également prédisposé à le refaire. Donc, c'est également des facteurs de risque qu'il faut prendre en compte et ne pas se stresser pour les méthodes contraceptives. C'est juste un léger risque. C'est pas... Voilà quoi. D'accord. Alors, Madame Aouna Amsatou, dites-nous, quelle est l'importance du dépistage précoce du cancer du sein? Nous sommes dans le mois rose. On demande à toutes les femmes d'aller se faire dépister. Mais dites à ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement l'importance du dépistage précoce. Le but du dépistage précoce, c'est d'ailleurs pour favoriser le diagnostic précoce. Et une fois le diagnostic est précoce, la prise en charge est non seulement facile, mais donne beaucoup plus de chances de guérison. Guérison, bien sûr. Je dis bien guérison parce que beaucoup sont apeurés parce qu'ils pensent que le cancer ne se guérit pas. Mais ne se guérit pas sous nos cieux parce que plus de 70% des cas ont été diagnostiqués de façon tardive et cela fait que la prise en charge n'est pas adéquate, n'est pas optimale et cela fait que le pronostic vital n'est pas optimal et beaucoup en meurent sous nos cieux. Donc tout part de la détection précoce et cette détection, on n'est pas obligé de se rendre dans un centre de santé pour le faire. On le fait soi-même et de façon bien faite. On a la chance de découvrir quelque chose qui ne va pas. Ça se fait simplement à la maison, après chaque cycle, après chaque menstruation, 3 à 5 jours après chaque menstruation, il faut se poser de façon assise, de façon couchée, devant un miroir, palper ses seins, regarder d'abord ses seins, de façon symétrique, regarder les deux seins, voir est-ce qu'il y a une anomalie, parce que c'est très important de connaître son corps. Il faut savoir, lorsqu'il y a la moindre petite modification, il faut savoir dire que aujourd'hui ma peau est un peu plus rouge que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? La peau? Oui, au niveau des seins? La peau en regard du sein. C'est que je dis, au-delà même des seins, il faut savoir, même au niveau de la main, même au niveau du bras, il faut savoir lorsqu'il y a une petite modification que ça, ce n'est pas habituel sur mon corps. Et c'est ce détail, cette façon de connaître son corps qui amène la femme à savoir, au niveau du sein, précisément, s'il y a une modification de la couleur de la peau en regard, on sait que, ça, ce n'est pas habituel. Qu'est-ce que j'ai? Savoir si immédiatement il y a quelque chose qui a pu influencer et si on ne trouve pas quelque chose qui a su influencer, se rendre dans un centre de santé et se plaindre. J'ai remarqué que la peau, la couleur ou l'aspect, ça peut avoir différents aspects. Une peau qui était lisse et qui devient rugueux du jour au lendemain, mais ça doit être inquiétant. Une peau qui était de teint noir qui devient du jour au lendemain rouge ou qui devient une peau qui était à peine souple qui devient du jour au lendemain, ça doit inquiéter. Donc, je regarde mes seins. Déjà, je peux regarder comme ça et si je ne suis pas à l'aise, je me mets devant le miroir pour bien observer mes seins de façon alternative, l'un après l'autre. Lorsque je remarque le moindre détail qui n'est pas habituel, ça doit m'interpeller et je dois chercher le pourquoi est-ce que c'est survenu. Au-delà maintenant de cette inspection, il faut la palpation, le toucher. Et pour toucher, il peut y avoir différentes manières, ce n'est pas classique. On ne vous impose pas de le faire d'une façon classique comme on le décrit dans les différents trucs. Non, il faut pouvoir juste palper, toucher son sein dans son entièreté. Tu peux le faire de façon circulaire, c'est-à-dire niveau par niveau, sans même bouger la main, niveau par niveau, palper tout le sein, toute la glande. Et même le mamelon, il faut le toucher pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une boule? Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est plus dure que l'autre? Et c'est ça, ou pour être peut-être plus esthétique, parce que les femmes, nous aimons l'esthétique, il faut peut-être de façon virtuelle diviser le sein en 4 et palper dans le sens des aiguilles d'une montre pour être sûr de ne pas omettre une partie du sein et donc s'imposer un sens généralement dans le sens des aiguilles d'une montre, palper alors cadran par cadran, cadran par cadran, de façon douce et régulière, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est survenu. Est-ce que je sens bien toutes les parties de mon sein? Est-ce que c'est la même chose que je ressens? Dès que j'ai la moindre inquiétude, il faut aller vers un agent de santé. Généralement, les sages-femmes, parce qu'on les voit un peu partout, elles sont disponibles pour aider les femmes. Et sinon, si vous avez un médecin, une infirmière à côté, cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Et vous êtes rassuré. Un écoulement qui survient de façon spontanée, subite, on ne sait pas son origine, allez au centre. Écoulement de quoi?
Du Ça lait peut ou être du sang? l'écoulement du lait, parce que même en dehors de la période de la lactation, les femmes nourrices peuvent avoir un écoulement peut-être. Mais même chez les femmes nourrices, quand vous voyez que c'est un écoulement qui n'est pas habituel, parce que lorsque vous accouchez, surtout chez les multiparts, les femmes qui ont déjà eu à accoucher plusieurs fois, elles savent comment est-ce qu'elles le lait coule lorsqu'elles donnent à téter à leur bébé. Lorsqu'elles remarquent que ce n'est pas la même chose après un autre accouchement, ben, il faut se plaindre à la sage-femme, il faut se plaindre au gynéco, il faut se plaindre au médecin. Et même en dehors de ces femmes nourrices, il y a des femmes nullipares qui n'ont jamais accouché, qui peuvent avoir des galactorrhées, qui peuvent avoir un écoulement de lait en dehors de toute situation. Alors il faut aller comprendre. Ça peut ne pas être du lait, ça peut être du liquide. Un liquide louche, un liquide blanc, peu importe la nature, peu importe la couleur du liquide, tant que c'est un événement inhabituel, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi c'est là. Et c'est ça qui va assurer la détection précoce. D'accord. Une fois cette détection précoce faite, on se rend vers un professionnel de la santé qui va faire un examen, qui va faire, depuis l'interrogatoire et rechercher tous les facteurs possibles qui peuvent orienter vers un cancer ou une tumeur probable. Et à la fin, il y a des explorations, c'est-à-dire des bilans qui seront demandés pour confirmer les suspicions. Et lorsque ces confirmations sont faites, on engage la procédure de traitement, de prise en charge. D'accord. Elle a parlé tout à l'heure des femmes qui allaitent, d'accord. Mais est-ce qu'une femme qui allaite normalement son enfant peut être exposée, d'accord, au cancer du sein, peut-être victime du cancer du sein? Est-ce que vous avez eu des cas? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est dit, c'est prouvé que faire un allaitement normal pendant 6 mois, comme les sages-femmes le recommandent, les médecins le recommandent, peut permettre d'éviter le cancer. C'est prouvé. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as allaité ton enfant tout le temps, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas ça. C'est juste dit que l'allaitement régulier de son enfant, l'allaitement pendant les 6 mois, permet quand même d'éviter un tant soit peu le cancer. Mais ce n'est pas que toutes les femmes qui allaitent sont exemptées. Pas du tout. Donc, il faut toujours être vigilante, comme le docteur l'a dit. Vérifier si le lait que vous avez est toujours normal, parce qu'on voit le lait qui sort. Donc, dès que ça change de couleur, vous devez vous rendre chez votre médecin, votre sage-femme pour lui dire, j'ai remarqué telle chose. Et on vous aidera à voir ce qui ne va pas ou vous rassurer s'il n'y a rien. Donc, c'est très important de connaître son corps, comme ma collègue l'a dit, et de pouvoir réagir dès que quelque chose ne va pas. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport au dépistage précoce que le docteur a dit, la manière de palper son sein. C'est très important. Il faut vraiment... Ce qui est notre problème avec le cancer du sein, ce n'est pas le moyen de le guérir. Non, c'est le fait qu'on ne le détecte pas rapidement. Donc, vraiment, c'est un appel de cœur qu'on est en train de lancer à toutes les femmes. Il faut vraiment se connaître, prendre le temps après chaque cycle vraiment de palper ses seins et au-delà des seins, d'aller même dans l'espace sous les selles. Parce que parfois, quand le cancer se forme, et quand c'est vraiment un cancer grave, ça commence à évoluer vers ça envoie des métastases vers les aisselles et tout. Donc, c'est bien de palper également là-bas pour voir s'il n'y a pas une boule quelque part ou même sous la clavicule ici. Donc, ce n'est pas juste le sein qu'il faut palper. Au niveau de la clavicule? Oui. D'accord. Donc, il faut palper également pour voir s'il n'y a pas une boule. Donc, c'est vraiment connaître son corps et être sensible à tout ce qui est différent et pouvoir faire recours à la sage-femme ou au médecin lorsque ça arrive. D'accord. Madame Aouna Amsatou a évoqué quelques signes d'alerte qui peuvent interpeller aussitôt la femme, a dit « Tiens, mon corps est en train de changer ». Vous avez aussi abordé quelques signes. Est-ce qu'il y a encore d'autres signes qui doivent interpeller la femme et amener la femme à dire « Oui, mon corps est en train de changer, je suis exposée à un risque de cancer ». Oui, à part l'écoulement, on a la peau en forme d'orange. D'habitude, par exemple, le sein est normal, tout mou. Mais à un moment donné, ça devient comme la peau d'orange et les pores sont visibles. Je sais pas, comme vous voyez l'orange, elle est un peu dure avec des... Donc, dès qu'on remarque quelque chose comme ça, c'est pas normal. Donc, on se rend chez son médecin où on commence à remarquer une plaie
Ça arrive chez les femmes qui allaitent, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais vous n'allaitez peut-être pas et du jour au lendemain, vous commencez à remarquer des petites plaies autour de votre mamelon. Il faut également se rendre à l'hôpital. Ou votre peau, à un moment donné, commence à un sein commence à se rétracter. C'était normal, mais ça commence à se rétracter ou devient beaucoup plus petit que d'habitude. Il faut également se rendre chez votre médecin pour voir ce qui ne va pas. D'accord. En dehors de ces signes, est-ce qu'au niveau de l'organisme même, on sent des changements? Ça, vous parlez des signes physiques. Mais au niveau de l'organisme, est-ce qu'on ressent un certain nombre de choses où la femme peut dire, bon, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être elle se dit au début, c'est le palud ou bien c'est une maladie. Et après, elle découvre que c'est le cancer du sein. Si, parce qu'à un stade donné, le cancer peut également rejaillir sur d'autres organes. Donc, vous pouvez avoir de la nausée, vous pouvez avoir des maux de tête. En tout cas, vous pouvez vous sentir anormal, vous ne vous sentez plus bien, en fait. Donc là, il est aussi important de ne pas faire de l'automédication à la maison et de se rendre à l'hôpital pour qu'on puisse voir avec vous ce qui ne va pas. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame Mireille Sekloka. Madame Amsatou Aouna, dites-nous, d'accord, quel est le processus de diagnostic après un dépistage positif? Après un dépistage positif. Enfin, il faut dire après une suspicion de diagnostic de cancer. Le cancer, c'est un sujet un peu complexe et chaque mot a un sens. D'accord. Après la suspicion de diagnostic, c'est que la femme, la patiente, s'est orientée vers un professionnel de santé qui pense que cela pourrait être une tumeur. Nous restons d'abord sur cette vague de diagnostic. Une tumeur. C'est quel type de tumeur? D'abord, il faut confirmer réellement qu'il s'agit d'une tumeur. La dernière fois, par exemple, ce n'est peut-être pas le moment encore de parler des exemples, des expériences, mais j'ai reçu une patiente qui est venue pour sensation de boule dans le sein. Et quand je l'ai examinée, effectivement, elle avait une boule dans le sein, dans le cadran supéro-externe. Et donc, il faut aller chercher à savoir cette boule-là, c'est quelle boule. Mais moi, déjà, à l'interrogatoire, après avoir recueilli ses antécédents et tout, j'ai compris que c'est beaucoup plus une tumeur maligne. Et c'est probable que ce soit une mastite, c'est-à-dire ou une infection du sein, une masse infectieuse. Il faut d'abord faire l'échographie. Et parce que le moyen de dépistage aussi, ou le bilan demandé, dépend non seulement de l'âge, mais aussi de la suspicion la plus probable. Quand on pose les hypothèses diagnostiques, c'est par ordre de probabilité, si je peux m'exprimer ainsi. La plus probable, c'est telle qu'on met en exergue. Ensuite, on n'exclut pas certains autres et on les met généralement. Quand on finit d'examiner une femme, on peut même avoir jusqu'à 3 suspicions de diagnostic. Et donc, c'est étape par étape qu'on y va. Et donc, chez cette femme, par exemple, j'ai demandé d'abord l'échographie parce que c'était une femme qui était âgée, je pense, de 27 ans. Oui, 27 ans. Elle est jeune, hein? Elle est très jeune, oui. Donc, j'ai demandé d'abord une échographie. Je ne peux pas demander, par exemple, d'emblée la mammographie chez cette femme. Pas d'emblée, ça peut y arriver en fonction de mes suspicions. Mais chez cette femme, c'est d'abord l'échographie, ma mère. Et elle a fait l'échographie et le radiologue m'a confirmé qu'il s'agissait d'un abcès mammaire. Et on a mis le traitement qu'il faut. Et donc là, elle n'a pas à paniquer. Elle va suivre son traitement et on va la suivre, on va la revoir en rendez-vous pour voir comment ça évolue. Mais déjà, au moins après une semaine, la douleur a complètement diminué. J'allais peut-être ouvrir une parenthèse pour dire que déjà même les peaux d'orange, quand on observe ça, c'est un stade avancé. Parce que ça ne se cache pas, tout le monde voit déjà. Si aujourd'hui on en parle devant un plateau télé, c'est pour éviter même d'arriver au niveau de la peau d'orange. Les douleurs qu'on sent peut-être une fois en passant, la fatigue extrême qui ne s'explique pas, on se dit c'est la fatigue, c'est le palud, mais on traite plusieurs fois le palud dans le mois. La fatigue persiste, un amaigrissement qui ne s'explique pas, hein, une anorexie, c'est la patiente n'a plus envie de manger ou a des nausées, des choses comme ça. Des signes un peu complexes généralisés dans le corps qui ne s'expliquent pas, toujours voir un professionnel de la santé. Donc après cette échographie, pour elle, c'est fini. Maintenant, si c'est une femme qui était beaucoup plus âgée dans le processus, on lui aurait demandé la mammographie. Je peux demander systématiquement à la fois l'échographie et la mammographie en fonction de ce que je recherche. C'est la mammographie faite qui va nous déterminer, par exemple, c'est au dépend de quelle cellule et c'est quel stade de la maladie. Et une fois que la mammographie nous montre que nous sommes dans le cancer du sein, c'est généralement la mammographie qui va nous dire que nous sommes vraiment orientés avec des pourcentages bien précis, hein, les radiologues s'y connaissent, nous sommes vraiment en train d'aller vers un cancer du sein.
Lorsque c'est comme ça, on peut être, s'il n'y a pas de métastase, on peut proposer à la dame en fonction de son chirurgien, parce que déjà à cette étape, quand nous généralistes, par exemple, lorsqu'on demande l'échographie ou la mammographie et qu'on a la suspicion qui oriente vers un cancer du sein, on confie la femme à un chirurgien oncologue. Et c'est le chirurgien oncologue qui va poursuivre la prise en charge, l'exploration jusqu'au diagnostic précis. Le diagnostic précis, déjà, quand c'est par exemple au niveau du sein et qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas vraiment de métastase au niveau des autres organes tels que le poumon, tels que des ganglions, comme elle a dit, axillaires ou ailleurs, on peut proposer à la femme de faire une chirurgie, mais précédée par exemple d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie, en fonction du cas et en fonction du type de cancer qui est suspecté. Lorsqu'on enlève la masse qui est au niveau du sein et on amène à l'examen anatomopathologique, c'est cet examen-là qui est fait par les anatomopathologistes qui va dire le type de cancer dont il s'agit. Et par exemple, donner, même peut-être proposer des molécules pour la chimiothérapie, des molécules qui peuvent aller agir au niveau de ces cellules-là, au niveau de ce type cellulaire, pour tuer les cellules malades. Sauf que c'est vrai que ça ne tue pas que des cellules malades. Il y a tout un environnement de cellules que ça peut tuer. Mais on vise principalement les cellules malades. Et c'est après vraiment l'anatomie pathologie, l'examen anatomie pathologiste qu'on peut dire, voilà le type cellulaire dont il s'agit. Donc en gros, c'est l'échographie, la mammographie, et la chimiothérapie ou la chirurgie pour faire la tumorectomie. Et même après la tumorectomie, c'est pas fini, c'est pas parce que la masse est partie. C'est facile pour les téléspectateurs qui nous suivent. La tumorectomie, n'est-ce pas? C'est enlever la tumeur. D'accord. La masse, si c'est une masse qui est dans le sein ou bien c'est des ganglions, parfois on peut enlever même tout le sein, on enlève carrément la glande mammaire et peut-être faire une reconstruction esthétique après. Mais parfois, lorsque c'est vraiment limité, on fait une tumorectomie, c'est enlever seulement la masse et laisser le reste du sein. Mais c'est des interventions beaucoup plus risquées. C'est pour ça, généralement, beaucoup de chirurgiens optent pour l'ablation, enlever complètement le sein pour éviter. Parce que si on n'enlève pas le sein complètement, il peut y avoir, par exemple, même si c'est une infime partie qui reste, et qu'on laisse le sein, c'est ça qui va encore se développer, récidiver, et la métastase sera rapide vers les autres organes. Madame Mireille Sekloka, lorsqu'une personne qui a eu le cancer du sein a suivi un traitement bon et due forme et est totalement guérie, est-ce qu'après, cette personne peut encore avoir le cancer du sein? Bien sûr, c'est un facteur de risque. Comme je le disais tantôt, si vous avez déjà eu à faire la maladie, vous devez être doublement plus vigilante. Vous devez être doublement plus vigilante avec le sein qui est resté ou le sein, peut-être qu'on n'a pas tout enlevé, on a enlevé juste la partie. Vous devez être doublement plus vigilante parce que vous savez que vous êtes prédisposé en quelque sorte à faire la maladie. Donc il faut être beaucoup plus vigilante, être proche de son médecin. Et je pense que c'est gérable. D'accord. Nous sommes dans le mois rose. Est-ce que les femmes comprennent de plus en plus que le cancer du sein est une maladie qui, bon, ça fait peur, oui, mais peut-être guérie, mais toutefois, il faut prévenir. Et la prévention passe par l'autopalpation, etc. Mais selon les campagnes, la campagne qui se fait dans le mois rose, est-ce que selon ce que vous voyez, est-ce que les femmes ont compris l'enjeu? Je dirais oui. Beaucoup d'actions sont faites par plusieurs organisations quand même. Et je crois qu'on arrive quand même à atteindre un grand nombre. C'est vrai que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et on a des traditions, on a des normes sociales qui sont encore très ancrées. Mais on travaille pour que plusieurs personnes, plus de femmes, plus d'hommes, plus de personnes puissent savoir que c'est important de connaître son corps, de s'autopalper et de faire immédiatement recours. C'est le recours là qui est le problème chez nous en Afrique. Surtout nos mamans qui sont peut-être en marché, tout. Est-ce qu'elles comprennent réellement ce qu'on appelle, ce qu'on n'entend pas le cancer du sein? Est-ce qu'elles vont vraiment dans les centres de dépistage? Est-ce qu'elles profitent réellement du mois rose? Oui, je ne dirais pas non, parce que tellement d'interventions sont faites par les organisations. Et aussi, à l'hôpital, moi je suis sage-femme, quand on reçoit une patiente, c'est systématique. C'est systématique de lui faire l'examen du sein.
Donc, toujours. Et en même temps, on lui explique que, ah, voilà, c'est possible que tu puisses faire ça. Donc, il faut palper ton... C'est systématique. Donc, toute femme qui a au moins eu faire un tour chez un médecin, un gynécologue ou chez une sage-femme a cette information-là, obligatoirement. Et à cela, ajouter à toutes les interventions que les ONG font et tout ça, je pense qu'on est quand même à atteindre un grand nombre. Maintenant, je le rappelle encore, c'est les normes sociales qui sont dures. Parce que quand on remarque là, c'est pas tout de suite qu'on va à l'hôpital. C'est comme ça qu'on est en Afrique et c'est ça surtout qu'on veut éviter pour cette maladie-là. Comment vous encouragez les femmes à se faire dépister régulièrement? Parce que elle a dit tout à l'heure, après la menstruation, il faut souvent palper ses seins. Mais quelles sont les actions que vous mettez en place pour pouvoir, outre le mois rose, oui, pour pouvoir amener les femmes à régulièrement se faire dépister? Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, merci. Comme je le disais, dans la pratique du métier, à chaque fois qu'on reçoit une femme, c'est systématique, hein, on lui fait le dépistage et on lui explique que voilà, il y a telle chose et que elle doit forcément se dépister. Maintenant, à part ça, nous militons également dans des organisations. Moi, par exemple, je milite dans une organisation appelée ILEWA. Nous travaillons également pour la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est des sujets qu'on aborde régulièrement. Et il y a beaucoup d'autres organisations également qui abordent ces sujets-là pour que chaque femme, puisque chaque homme, tout le monde puisse avoir cette information et pouvoir l'appliquer. D'accord. Voilà. Madame Aouna, oui, dites-nous, est-ce que selon le mois rose, toutes les sensibilisations qui se font, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on peut dire que le taux, d'accord, du cancer du sein, les personnes qui atteignent les stades graves, d'accord, est-ce que l'effectif est de plus en plus réduit? Malheureusement, Madame Antonia, je vous dis non, parce que l'un de nos professeurs, le professeur Nyagnon, qui est chirurgien oncologue au CNHU, a mené une étude récemment avec ses collaborateurs, je pense en 2023, où on constate encore que plus de 71%, si j'ai bonne mémoire, des diagnostics sont faits de façon tardive. Donc, dans ces circonstances, on ne peut pas dire que nous sommes en train de réduire. Par contre, je pense qu'une action est en train d'être faite dans ce sens-là pour quand même amener la population à comprendre l'importance du sujet et à vraiment recourir aux soins de santé. Parce que les facteurs d'ailleurs qui ont été identifiés comme facteurs qui favorise ce diagnostic tardif, c'est qu'il y a le non-recours systématique aux soins de santé modernes. Quand on a un problème de santé, c'est beaucoup plus dans la rue qu'on traite avec des conseils de bouche à oreille. On fait tout à la fois avec de l'automédicament dans la tradition. Exactement. Donc, le non-recours et le moyen aussi, il faut dire, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une pathologie complexe. Donc, le niveau de vie économique de la société, c'est réduit. C'est réduit. Et ça fait que c'est ça qui fait que d'ailleurs ils ne font pas recours aux soins modernes. Et c'est ces facteurs-là qui ont été identifiés comme facteurs favorisant le diagnostic tardif. Et je pense que je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations dessus, mais je pense qu'il y a la Fondation Claudine Talon qui est en train de travailler dans ce sens-là pour quand même réduire un peu le diagnostic tardif. Parce que tout part de là, comme on l'a dit. Tout part de ça. Donc, et malheureusement, c'est vrai, aujourd'hui, par exemple, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes ont quand même la spontanéité de se laisser examiner. Sinon, il y a des femmes, quand tu les reçois, par exemple, toi, médecin, malgré que ça te prend du temps, tu as envie de leur faire la palpation, même on te dit, médecin, docteur, j'ai pas envie d'enlever mon soutien-gorge. Ah bon, elles sont complexées. Elles sont complexées, encore qu'on est entre femmes. Donc, j'imagine avec les hommes comment ça se passe. Donc, moi, par exemple, avant même le mois d'octobre, je le fais de façon régulière, mais quand elles viennent, comme nous sommes encore en octobre rose, je les encourage en disant que, bon, écoutez, nous sommes dans le mois rose, laissez-vous examiner et profitez pour apprendre comment ça se fait et je leur donne des conseils dans ce sens. Justement, c'est pourquoi, après le mois rose, que devient le dépistage précoce? Normalement, c'est une activité continue, sauf que le mois rose vient mettre ça en exergue davantage.
C'est une activité continue dans tous les centres de santé, ça se fait. Encore que je dis qu'on n'a pas besoin d'aller dans un centre de santé. Donc, on continue d'amplifier les informations avec les différentes organisations de jeunes qui sont près de la population pour que quand même, au fur et à mesure qu'on évolue, chacun puisse comprendre l'importance, même les hommes, qu'ils puissent encourager leurs sœurs, encourager leurs femmes à aller se faire dépister ou à apprendre. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent l'auto-examen, c'est-à-dire l'inspection et la palpation du sein, pour que chaque femme, même sans se déplacer chez elle, puisse le faire vraiment de façon, d'une bonne façon. C'est Muriel Secloka. Dites-nous, quelles sont, pour les femmes que vous rencontrez souvent qui ont le cancer du sein, dites-nous, quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces femmes? Quels sont leurs états d'âme très souvent? Oui, merci madame. C'est souvent l'abattement. Dès que lorsqu'une femme vient avec j'ai senti un nodule, elle est déjà tellement choquée. Quand tu dis cancer, oh là là, elle panique. Mais nous travaillons à les rassurer. Parce que tel que le docteur l'a dit, c'est pas parce qu'on a remarqué un nodule que c'est tout de suite un cancer. Donc on essaie de les rassurer. Surtout à notre niveau nous les sages-femmes, on n'est pas au traitement. C'est plus les médecins, les oncologues. Mais nous, dès qu'on les reçoit et on remarque, leur dit, OK, c'est possible, il y a une possibilité, donc tu dois continuer le traitement. Mais on essaie de les rassurer, être proche d'elles, leur remonter le moral, leur montrer qu'on est là pour elles et que, quelle que soit l'issue, la vie, on y arrivera. Et dès que c'est détecté tôt, effectivement, on arrive à bout. Donc, c'est plus rassuré et voilà. D'accord. Madame Aouna, vous avez dit tout à l'heure que c'est, après le diagnostic, quand on parle du traitement, c'est vraiment coûteux. Est-ce que les patientes s'en sortent toujours? Les patientes s'en sortent toujours. Ça dépend de ce qu'on met dans s'en sorte. Parce que lorsque le diagnostic sur le plan financier, est-ce qu'elle suit tout le processus? Oui, d'accord. Voilà que vous êtes précise maintenant. Sur le plan financier, non. Non. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, franchement, malgré l'existence du projet H, c'est vrai, des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement, par l'État, mais il reste encore beaucoup à faire. On ne va pas dire que rien n'est fait, mais il reste beaucoup à faire. Même pour traiter, pour diagnostiquer un paludisme et être sûr, c'est-à-dire que tu as fait la GEDP, parce que tu as mis en exergue le plasmodium, ça nécessite des moyens. Et aujourd'hui, malheureusement, on continue encore de traiter à l'aveugle le palu, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas le moyen de se faire une GEDP. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est le palu. Donc parler de prise en charge du cancer, franchement, non. Les patientes ne s'en sortent pas. Et c'est d'ailleurs qui fait qu'on a un paradoxe. Parce que, au-delà de ce qu'on peut croire, l'incidence est faible en Afrique, mais malheureusement, le taux de mortalité est plus fort en Afrique. Vous comprenez ça? C'est ça l'origine. Parce qu'on n'a pas le coût qu'il faut pour la prise en charge. D'accord. Et pour ne pas aller à ce stade, il faut se faire dépister. Il faut prévenir. Il faut prévenir et faire le dépistage précoce. C'est ça. Et surtout encourager les autres activités connaissent qui peuvent réduire le risque. Parce qu'on peut avoir le facteur génétique et ne pas faire un cancer lorsqu'on a un bon mode de vie, lorsqu'on observe tout ce qui va avec une activité physique régulière, une bonne alimentation et tout ce qui va avec, on diminue les risques de faire le cancer du sein. Alors, Madame Muriel Secloka, pour une patiente qui a survécu au cancer du sein, d'accord, comment vous, en tant que sage-femme, vous aidez ces femmes-là à trouver une vie normale? Merci. Cela passe par un soutien, surtout par un soutien psychologique. C'est surtout ça, montrer à la femme qu'on est là pour elle et également sa famille. Sa famille doit l'entourer, lui montrer que nous sommes là pour toi parce que la guérison déjà c'est psychologique. C'est psychologique. Et après ça, c'est l'encourager également à avoir une vie saine, comme le docteur l'a dit, à faire une activité sportive régulière, manger mieux, manger bien, équilibré, et éviter l'alcool, éviter le tabac. C'est tout un ensemble en fait. Donc tout ça permettra qu'elle se retrouve rapidement et qu'elle mène une vie post-cancer épanouie. Voilà. Quel est l'aspect spécifique que vous mettez dans votre accompagnement?
C'est surtout l'accompagnement psychologique. On ne peut pas faire plus que ça. C'est surtout ça, c'est l'accompagnement psychologique. Est-ce que les patientes béninoises savent qu'elles doivent faire recours à un psychologue? Là, c'est encore un autre cas. Parce que quand on dit psychologue tout à l'heure, c'est je suis fou. Voilà. Mais on essaie, nous, en tant que sage-femme, d'apporter ce soutien psychologique-là. On essaie d'être présente, de pouvoir écouter également, parce que le fait de se vider aussi l'esprit, ça permet de se libérer. Donc, on essaie d'être là, d'écouter, d'accompagner. Et voilà, c'est tout un ensemble. Parce que lorsque la patiente, on fait le diagnostic, on dit que bon, oui, c'est le cancer du sein là, c'est qu'elle commence pas à mourir tout petit peu. En effet. Elle commence pas à mourir tout petit peu. Et surtout, lorsqu'on fait le diagnostic, on sait que c'est le cancer du sein. Quelle est la durée du traitement? La durée du traitement... Combien c'est un traitement à vie? Non, puisqu'on dit qu'on peut en guérir, donc tout dépend vraiment du stade. Si c'est un stade vraiment précoce et qu'on a pu en guérir, donc c'est le suivi comme ma collègue vient de le dire. Mais combien de temps, par exemple, pour le diagnostic, une étude a été faite au Bénin? Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, mais l'étude a montré qu'il faut normalement 6 à 9 mois pour poser seulement de façon précise le diagnostic de cancer de sein, avant de commencer la thérapeutique proprement dite. Et voir maintenant l'évolution. Et puis, dire combien de temps ça va guérir, ça va être complexe. Je ne sais pas, à mon niveau, même au niveau aussi des spécialistes, parce que c'est déjà organisme dépendant et c'est cancer dépendant, type de cancer dépendant. Donc, selon le type, on ne peut pas espérer la même durée du traitement, la même durée de réponse, la même manière de réponse, et par conséquent, la même durée de traitement net. Donc, ça va être très difficile à dire. D'accord. Je retourne un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé d'une jeune fille qui, à l'âge de 27 ans, c'était une tumeur, et etc. Elle pensait que c'était le cancer. Mais la question que je voulais poser, c'est de savoir à quel âge, d'accord, une femme peut être atteinte du cancer. Bon, je dis âge, est-ce que c'est à partir dès que la personne a les menstrues, déjà on peut quand même dire commencer par palper les seins et prévenir, d'accord, faire des diagnostics précoces, ou on doit attendre forcément atteindre peut-être l'âge de 25 ans, 30 ans, ou peut-être commencer par avoir des enfants avant de commencer par faire le diagnostic précoce? Merci, Madame la journaliste. Je pense que c'est une très belle question parce que beaucoup s'affolent parfois pour rien. Généralement, nous, en tant que généralistes, on conseille aux femmes à partir de 25 ans de commencer déjà l'auto-examen du sein chez elles. Par contre, on peut faire le cancer du sein dans cette tranche, à partir de cette tranche d'âge. Au Bénin, par exemple, dans l'étude de 2023, on a vu qu'au niveau de la population, l'âge moyen était de 47 ans, si je ne me trompe pas, et que la tranche d'âge de 40 à 50 ans était la plus représentée dans l'étude. Donc, vous comprenez que, par exemple, dans les pays occidentaux où on encourage les femmes de plus de 50 ans à faire la mammographie, chez nous, par exemple, en Afrique subsaharienne, ça va être un peu compliqué. Il faut peut-être adapter à la réalité du terrain pour savoir exactement à quel âge commencer la mammographie. Et généralement, je pense que sous nos cieux, c'est déjà à partir de 40-45 ans. On n'attend pas forcément les 50 ans pour commencer la mammographie systématique de prévention. Chez une femme qui a des antécédents, qui a des antécédents génétiques, par exemple, de cancer du sein, je pense que au-delà du mode de vie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un mode de vie sain, à partir de 45 ans, il faut faire la mammographie de façon systématique pour savoir si on a des risques, connaître la structure des cellules du sein et voir où est-ce qu'on va. Par contre, chez les jeunes femmes qui sont âgées de par exemple 25 ans à 30 ans ou 25 ans à 40 ans, il faut privilégier l'auto-examen comme moyen de prévention et de dépistage précoce et, s'il le faut, en cas du moindre doute, l'échographie mammaire. D'accord. Madame Hugues Sekloka, pouvez-vous nous dire votre plus beau souvenir avec une personne atteinte du cancer du sein? Merci. Le plus beau souvenir, comme je disais, nous, on n'est pas au niveau du traitement, mais c'est le fait de recevoir, par exemple, recevoir la patiente, avoir posé la détection,
voilà, d'un nodule ou voilà, et qu'on l'envoie pour le traitement et elle en revient guérie. C'est un soulagement, c'est vraiment ce qu'on veut en fait. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que les cas comme ça sont très rares, mais c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et ça nous motive à vraiment continuer à sensibiliser, à inciter les femmes à s'auto-palper pour qu'on puisse vraiment détecter tôt pour en guérir. Et vous, Madame Aruna Amsatou? Personnellement, moi, j'ai beaucoup trop de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Vous allez nous raconter peut-être? Je n'ai qu'un seul semi-bon souvenir. Oui, parce que je ne sais pas aujourd'hui ce que la fille est devenue. Parce qu'il arrive c'est vrai que le cancer, le diagnostic de cancer à l'âge de 25 ans ou avant 30 ans, c'est très rare, mais ça arrive. Ça arrive et vraiment, c'est des gènes spécifiques. Quand on poursuit l'exploration, on arrive à voir que c'est des gènes spécifiques. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y a des types de cancers dont on n'a pas encore le traitement. Donc, c'est pour dire que c'est un champ très vaste et c'est vraiment les spécialistes qui peuvent en parler, les oncologues et notamment. Mon semi-beau souvenir, c'est une jeune fille de 25 ans et qui est venue pour un nodule. Et franchement, il y avait beaucoup de suspicions parce que dans la famille, apparemment, il y a des notions de cancer de sein chez la tante, etc. Et c'était un petit nodule. Mais le professeur a voulu qu'elle fasse une ponction, une biopsie, pour aller voir la nature de la cellule en question et savoir s'il s'agissait d'un cancer ou pas. Elle a fait l'histologie et l'histologie semblait ne pas reconnaître réellement le type de cancer. Donc, il fallait quand même refaire cette biopsie-là, si possible, ou prendre le risque d'aller enlever la tumeur et amener complètement la tumeur en histologie. Donc, cette femme, bon, c'est vrai que le diagnostic n'a pas été posé devant moi, mais je ne sais pas si, par exemple, elle sort. Donc, c'est resté au milieu. C'est pour ça que je dis semi. Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est pas le cancer? Point d'interrogation. Donc, c'est rare de voir ça dans cette tranche d'âge, mais ça existe, parce qu'on a déjà vu un cas comme ça. C'est une jeune fille de 25 ans. Merci beaucoup. Un message rapidement, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Un message à l'endroit des femmes qui nous suivent actuellement. Merci. Mon message, c'est vraiment connaissez-vous et palpez-vous. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment prendre le temps de connaître son corps et de pouvoir examiner son sein très régulièrement, être sensible à toute variation, tout changement et de surtout faire recours au médecin dès que vous voyez que quelque chose n'est pas normal. C'est surtout ça, parce que notre problème, comme je le dis, je le redis, c'est de ne pas faire recours directement à l'agent de santé et de rester à la maison. Donc, nous vous prions vraiment de connaître votre corps et dès que vous remarquez un signe qui n'est pas normal, rendez-vous auprès de votre médecin, venez vers nous et nous vous aiderons à savoir ce qui ne va pas et à vous prendre en charge très tôt. Ça nous évitera beaucoup de décès inutiles. Surtout qu'il reste juste quelques jours pour la fin de ce mois. Madame Aruna Amsatou, votre message à l'endroit de ces femmes qu'actuellement qui sont confrontées à cette maladie? Je voudrais dire à toutes ces femmes qui sont victimes de cette maladie de savoir qu'elles ne sont pas seules. Peut-être que le fait qu'elles soient victimes va constituer une raison pour sauver beaucoup d'autres. Parce qu'en toute chose, on dit qu'il faut des victimes pour réveiller la conscience des uns et des autres. De savoir que tous les professionnels de santé sont à leur côté et les accompagnent au quotidien pour une meilleure vie. Parce que même si elles doivent partir en toute dignité. Mais au-delà de cela, que toutes les femmes qui ne sont pas atteintes veillent à beaucoup pratiquer l'auto-examen. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cercle Amazon Action monte dans cette lancée pour organiser une campagne de sensibilisation et de dépistage qui est prévue pour le 2 novembre prochain à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Et précédé à cette campagne de sensibilisation et de dépistage, nous organisons un webinaire pour le 26 octobre prochain avec le grand cancérologue de Cotonou et même du Bénin, Dr Nyagnon, en exercice au CNHU HKM de Cotonou. Alors pour toutes celles qui ont des préoccupations et qui veulent comprendre, qui veulent savoir les vérités, les contre-vérités concernant le sujet, que nous, peut-être, nous n'avions pas toutes les réponses à leur apporter,
Venez suivre le webinaire pour mieux comprendre avec le spécialiste. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi vient de mettre un thème à notre émission de ce jour. Le cancer du sein n'est pas une fatalité, retenue, car grâce au progrès de la médecine et l'accomplissement personnalisé, de plus en plus de femmes guérissent et celles qui ne guérissent pas apprennent à vivre avec la maladie en gardant à l'esprit que la vie continue même après le diagnostic. Nous sommes toujours dans le mois rose, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Rendez-vous dans les lieux de dépistage. Votre santé est primordiale pour nous. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, Madame Muriel Sekloka. Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État, vous êtes spécialiste de santé sexuelle et reproductive. Mais également vous, Madame Aruna Amsatou, vous êtes doctorante en médecine générale. Merci à tout et chacun de vous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir donné des explications à nos téléspectatrices qui nous suivent actuellement. Également, les téléspectateurs, nous sommes dans le mois rose et quand on parle du mois rose, ça concerne beaucoup plus les femmes. Alors, merci à toute l'équipe de la technique. Retrouvez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Insta, E-Télé Live, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin en direct via nos applications iOS et Android. E-Télé Bénin, E-Télé avec vous, pour vous.